Question 1. Tu préfères une part de tarte aux pommes ou un gâteau au chocolat? Je prendrai plutôt le gâteau au chocolat, merci. Question 2. Tu veux qu'on se retrouve au bord du lac pour un pique-nique? Oui, ça me semble parfait. Le coucher de soleil y est magnifique. Question 3. As-tu vu notre nouvelle collègue? Elle a de longs cheveux blonds et porte souvent des lunettes. Oui, je l'ai rencontrée hier. Elle a un sourire chaleureux. Question 4. J'ai réservé des billets pour le musée, ça te tente? Oui, j'adore les expositions d'art contemporain. Vous allez entendre des annonces diffusées dans un lieu public. Pour chaque annonce, répondez à la question. Chers clients, en raison de travaux de maintenance, le réseau Wi-Fi sera temporairement indisponible ce vendredi de 10h à 12h. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et vous remercions de votre compréhension. Chers passagers, veuillez noter que la navette pour l'aéroport partira exceptionnellement du quai numéro 5 aujourd'hui, en raison de travaux sur le quai habituel. Merci de votre compréhension. Mesdames et messieurs, nous vous rappelons que l'exposition temporaire Les couleurs du temps fermera ses portes ce dimanche à 18h. Profitez des derniers jours pour découvrir cette collection unique au Musée des Beaux-Arts. Chers clients, en raison d'une forte demande, nous avons prolongé l'horaire de la piscine municipale jusqu'à 22h ce samedi. Profitez-en pour une soirée détente. Vous allez entendre des messages sur votre messagerie téléphonique. Indiquez pourquoi la personne appelle. Question 1. Salut Marc, c'est Justine. Je voulais juste te dire que j'ai déposé les documents que tu m'as demandés à l'accueil. Tu pourras les récupérer quand tu veux. Question 2. Bonjour, Monsieur Lefebvre, c'est Sarah. Je voulais savoir si vous pouviez confirmer notre rendez-vous de jeudi prochain à 10 heures. Si ce n'est pas possible, faites-le moi savoir. Merci.
Question 3. Salut Thomas, c'est Julie. Je t'appelle pour te prévenir que je serai un peu en retard ce soir. Je te rejoindrai directement au restaurant. À tout à l'heure. Question 4. Bonjour Madame Dupont, c'est Martin de la librairie. Je vous appelle pour vous informer que le livre que vous avez commandé est arrivé. Vous pouvez venir le chercher quand vous le souhaitez. Bonne journée. Question 5. Bonjour Claire, c'est Paul. Juste pour te rappeler que tu dois passer à la pharmacie pour récupérer tes médicaments. Ils sont prêts depuis ce matin. Si tu as un souci, fais-moi signe. Question 6. Salut Mathieu, c'est Sophie. Je voulais te dire que le dîner de ce soir est reporté à demain, même heure, même endroit. J'espère que ça te convient. On se tient au courant. À plus. Vous allez entendre 3 personnes répondre à la question suivante. Faut-il sacrifier son temps libre pour réussir professionnellement? Indiquez si la personne interrogée A. Estime qu'il est nécessaire de faire des sacrifices pour réussir. B. Pense qu'il faut trouver un équilibre entre travail et temps libre. C. Considère que le succès professionnel ne doit pas empiéter sur le temps libre. D. N'accorde aucune importance au succès professionnel. Document 1. Tout le monde dit qu'il faut savoir prendre du temps pour soi, mais je crois qu'il y a des moments dans la vie où il faut mettre les bouchées doubles. Quand on vise un objectif ambitieux, on ne peut pas compter les heures. Mon projet est tellement important pour moi que je suis prêt à repousser certaines activités personnelles pour le mener à bien. Document 2. Il est vrai que réussir demande des efforts, mais je ne pense pas que cela doive se faire au détriment de sa santé ou de ses relations personnelles. Il m'arrive de travailler tard, mais je veille toujours à réserver du temps pour me ressourcer et passer des moments avec mes proches. À quoi bon réussir si on ne peut pas en profiter avec ceux qu'on aime? Document 3. J'ai vu des gens autour de moi se plonger corps et âme dans leur travail, au point de ne plus rien voir d'autre. Pour ma part, je préfère ralentir et savourer la vie. Le travail est important, bien sûr, mais je ne veux pas me retrouver à regretter d'avoir laissé passer des moments précieux simplement pour gravir quelques échelons professionnels.
Vous allez entendre 3 personnes répondre à la question suivante. La prévention est-elle plus importante que le traitement des maladies? Indiquez si la personne interrogée A. Estime que la prévention est essentielle pour éviter les maladies. B. Pense que le traitement des maladies est plus crucial que la prévention. C. Considère que la prévention et le traitement sont également importants. D. Ne voit pas l'importance de la prévention par rapport au traitement. Personne A. Pour moi, la prévention est la clé pour maintenir une bonne santé à long terme. Adopter un mode de vie sain, faire des contrôles réguliers et éviter les facteurs de risque sont des mesures essentielles pour éviter les maladies avant qu'elles n'apparaissent. Une fois qu'une maladie est là, le traitement est certes important, mais la prévention peut éviter bien des soucis. Personne B. Je comprends l'importance de la prévention, mais je crois fermement que le traitement des maladies est ce qui compte vraiment quand on est confronté à une pathologie. Parfois, même avec une excellente prévention, les maladies surviennent, et il est crucial d'avoir des traitements efficaces pour y faire face et soigner les patients. Personne C. Je pense que les 2 aspects sont importants. La prévention aide à réduire les risques et à maintenir une bonne santé, mais il est également nécessaire d'avoir des traitements efficaces pour les maladies qui peuvent survenir malgré toutes les précautions. Il faut donc équilibrer les efforts entre la prévention et le traitement. Vous allez entendre des émissions de radio. Pour chaque émission, répondez à la question. Dans de nombreux cas, les décisions prises par les autorités locales sont souvent influencées par des considérations politiques, économiques et sociales. Prenons l'exemple récent d'une ville du sud de la France où un projet de développement urbain a été suspendu suite à des pressions de divers groupes d'intérêt. Les habitants s'inquiétaient de l'impact environnemental du projet, tandis que les entrepreneurs locaux voyaient en lui une opportunité de relancer l'économie. Le maire, pris entre 2 feux, a finalement décidé de reporter la décision, invoquant le besoin de plus de consultations publiques. Cette situation illustre bien les défis auxquels sont confrontées les autorités locales lorsqu'il s'agit de concilier des intérêts parfois opposés. L'étude des microbiomes, ces communautés de micro-organismes vivant en symbiose avec leur hôte, a révolutionné notre compréhension de la santé humaine.
les chercheurs ont découvert que la diversité des bactéries présentes dans l'intestin joue un rôle crucial dans la régulation du système immunitaire. En particulier, certaines souches bactériennes sont liées à des maladies chroniques, tandis que d'autres peuvent protéger contre des infections graves. Cependant, le déséquilibre de ce fragile écosystème, souvent dû à une mauvaise alimentation ou à l'utilisation excessive d'antibiotiques, peut entraîner des conséquences négatives pour la santé. Les scientifiques cherchent maintenant à développer des thérapies ciblées pour restaurer l'équilibre du microbiome, avec l'espoir de prévenir et de traiter une gamme de maladies. Vous allez entendre un long reportage radio. Répondez aux 2 questions. Nous plongeons aujourd'hui dans les mystères de l'univers en compagnie du docteur Lemoine, un expert en astrophysique. Récemment, les scientifiques ont fait des découvertes fascinantes sur les exoplanètes. Docteur Lemoine, pouvez-vous nous expliquer pourquoi ces découvertes sont si cruciales pour notre compréhension du cosmos? Bien sûr. Les découvertes récentes sur les exoplanètes, c'est-à-dire des planètes en dehors de notre système solaire, sont révolutionnaires pour plusieurs raisons. D'abord, elles élargissent notre connaissance des conditions dans lesquelles des planètes similaires à la Terre peuvent exister. Nous avons découvert des planètes qui se trouvent dans ce qu'on appelle la zone habitable de leur étoile, c'est-à-dire une région où l'eau liquide pourrait exister, ce qui est essentiel pour la vie telle que nous la connaissons. Cela signifie-t-il que nous pourrions trouver de la vie ailleurs dans l'univers? C'est une possibilité que les scientifiques prennent très au sérieux. Cependant, il est important de souligner que la détection d'une planète dans la zone habitable ne garantit pas qu'elle abrite de la vie. Les conditions doivent être extrêmement précises, et il reste encore beaucoup à apprendre. Ce qui est excitant, c'est que ces découvertes nous rapprochent de la réponse à cette grande question: sommes-nous seuls dans l'univers? Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Lefebvre, directeur du Centre d'innovation technologique. Bonjour, Monsieur Lefebvre. Pourriez-vous nous parler des avancées récentes dans le domaine de l'intelligence artificielle appliquée à la médecine? Bonjour. Oui, bien sûr. Au cours des 5 dernières années, nous avons assisté à des progrès significatifs, notamment en ce qui concerne le diagnostic médical assisté par l'IA. Par exemple, les algorithmes sont désormais capables d'analyser des milliers d'images médicales en quelques secondes, identifiant des anomalies qui pourraient échapper à l'œil humain. Cela a permis d'améliorer la précision des diagnostics, réduisant ainsi le nombre de diagnostics erronés. Cela semble révolutionnaire. Mais y a-t-il des limites à ces technologies? Absolument. L'IA reste un outil qui nécessite une supervision humaine. Les systèmes peuvent parfois mal interpréter des données, et il est crucial que les médecins continuent de jouer un rôle central dans le processus de diagnostic. De plus, il y a des préoccupations éthiques liées à la confidentialité des données patients, qui doivent être soigneusement considérées.
Aujourd'hui, nous recevons M. Dupuis, spécialiste des questions migratoires, pour parler de l'augmentation récente des arrivées de migrants au Canada. M. Dupuis, pouvez-vous nous expliquer les causes principales de cet afflux? Bien sûr. Plusieurs facteurs expliquent cet afflux. D'abord, la situation géopolitique dans certaines régions du monde pousse de nombreuses personnes à chercher refuge dans des pays plus stables comme le Canada. Ensuite, il y a la perception du Canada comme un pays accueillant, avec une politique d'immigration relativement ouverte. Enfin, le besoin de main-d'œuvre dans certains secteurs économiques canadiens attire aussi des migrants en quête d'opportunités. Est-ce que cet afflux pose des défis particuliers pour le Canada? Absolument. Bien que le Canada ait une tradition d'accueil, l'augmentation rapide des arrivées peut mettre à rude épreuve les infrastructures, notamment en matière de logement, de santé et d'éducation. De plus, l'intégration des nouveaux arrivants nécessite des efforts continus, tant du côté des migrants que des institutions canadiennes. Lima n'est pas reconnue pour sa beauté, sauf quand on atteint sa vue sur l'océan, ponctué de nombreux surfeurs. Pourtant, ce paysage iconique de la capitale aurait bien pu disparaître en 2016 si les vagues de 4 de ses plages n'avaient pas été protégées par la loi des brise-lames. Javier Amaya, responsable d'une école de surf à Lima, se dit soulagé de cette mesure. C'est très important pour nous parce que nous avons pu constater qu'après la réalisation de projets de brise-lames, la géographie des plages a pu changer et la forme des vagues aussi. Le professeur constate également que la biodiversité avait alors été affectée, dont la présence de cochayuyo, une algue utilisée dans la recette du ceviche. Mais pour pouvoir protéger une vague avec cette loi, il faut prouver son intérêt via un contrôle technique assuré par un océanographe indépendant. C'est la campagne Asla Portuola qui s'emploie à rassembler les fonds pour financer ce processus. Carolina Butrich, coordinatrice de la campagne, revient sur les conditions qui ont permis au Pérou d'être le premier pays au monde à protéger ces vagues. Cela faisait 13 ans qu'on négociait sur les modalités d'application de la loi quand le Pérou a gagné les Jeux panaméricains sur la plage de Punta Rocas. Or, à ce moment-là, cette plage était menacée par la construction d'une jetée. L'équipe péruvienne de surf, les sportifs et quelques personnes de la direction de la fédération ont alors profité d'être conviés au Congrès pour dire « Merci beaucoup pour cette invitation honorable, mais il faut absolument que nos vagues soient protégées. » Le Pérou fait effectivement partie des pays les plus réputés pour la pratique du surf, notamment grâce à une plage du nord du pays, dans le village de Malabrigo, qui abrite Chicama, la plus longue vague gauche au monde. Victor Vecino, surfeur depuis 20 ans, assure que les vagues péruviennes ont quelque chose d'exceptionnel dans leur constance. Toute l'année, nous avons des vagues de bonne forme, de bonne taille, avec beaucoup de force, donc elles sont parfaites pour apprendre à surfer. Il faut les protéger et éviter que des projets d'entreprises privées ne détruisent les sites sur lesquels on peut pratiquer. Le système de protection des vagues au Pérou semble porter ses fruits puisque d'autres pays de la région ont suivi son exemple, dont le Chili, le Panama, l'Uruguay et depuis avril 2024, l'Équateur. L'écart salarial entre hommes et femmes, c'est donc encore une réalité en 2021. À combien évaluez-vous cet écart ? Absolument. Alors, ce n'est pas nous qui évaluons l'écart. Nous, on prend en fait un chiffre qui a été produit par l'Eurostat, qui est l'organisme de statistiques européen, qui montre qu'il y a un écart de rémunération entre les femmes et les hommes à équivalent temps plein, qui est de l'ordre de 16,5%. Quand on parle d'écart salarial, en France, on peut, d'ailleurs partout dans le monde, on peut prendre plein de chiffres différents. Alors, pour moi, il y en a 3 qui permettent d'expliquer
y ait 3 réalités différentes. Ce chiffre de 16,5%, donc à équivalent temps plein. Il y a aussi ce chiffre qui est aux alentours de 10% environ, qui est à poste égal et à expérience égale. C'est ce qu'on appelle la discrimination pure. Ce qui veut dire que même avec la même expérience et en faisant un même poste avec les mêmes responsabilités, les femmes sont payées en moyenne 10% de moins que les hommes. Et après, il y a ce dernier chiffre qui est de l'ordre de 25% environ, qui est produit par l'INSEE, qui montre qu'il y a un écart de rémunération. Alors là, c'est tout poste confondu, tout temps de travail. Cette œuvre de l'artiste anglais qui réside actuellement en Allemagne, Tony Cragg, est une sculpture monumentale en bronze qu'il a appelée Manipulation. Manipulation, c'est une référence explicite à une main que l'artiste a dessinée, puis transformée en la déformant et en la recouvrant de couches de lettres accumulées. Cragg dit « La main est une forme magnifiquement articulée ». La main a été transformée en une sorte de monstre noir composé de mots incompréhensibles et désordonnés. Une bête tentaculaire, fruit d'une étrange manipulation. Paul Claudel écrivait « L'ordre est le plaisir de la raison, mais le désordre est le délice de l'imagination ». Tâchez d'y penser. Sous l'œil de notre microscope maintenant, la pollution de l'air coûte cher aux contribuables français, très cher même. C'est la conclusion d'un rapport sénatorial rendu public aujourd'hui, rapport qui préconise des mesures rapides. 101 milliards d'euros, un peu plus même, c'est ce que coûteraient les émissions de CO2 et autres particules fines à la France, et ce, chaque année, un montant astronomique que le texte du Sénat explique en particulier par les traitements médicaux appliqués aux personnes atteintes par cette pollution atmosphérique. Explique également par une mortalité accrue, 42 000 morts prématurées chaque année en France, par l'absentéisme en entreprise également. Vous savez, avec la crise sanitaire, le télétravail est devenu incontournable pour beaucoup d'entre nous. Avant, c'était plutôt rare, mais maintenant, c'est presque la norme. Bien sûr, il y a des avantages, comme ne plus perdre de temps dans les transports et avoir plus de flexibilité. Mais il y a aussi des côtés négatifs. Par exemple, certains ressentent plus de solitude et c'est parfois difficile de séparer boulot et vie perso. Cela dit, la majorité des gens disent quand même que le télétravail leur a permis d'être plus productifs et de réduire leur stress. Dans une ferme urbaine à Paris par exemple, on peut trouver 2 méthodes de production, l'agroécologie inspirée des principes de la permaculture et l'hydroponie, une technique de culture hors sol. Concrètement, les plantes poussent dans l'eau, utilisées en circuit fermé pour en consommer le moins possible. Alors c'est deux pratiques extrêmement complémentaires et qui ont toutes les deux beaucoup de sens, c'est pour ça qu'on les a sélectionnées. La culture en pleine terre, en fait, c'est peut-être celle qui a le plus de vertu pour la ville parce qu'en fait, en installant de la terre et en installant des végétaux, on vient tout simplement consommer la pollution puisque les plantes se nourrissent finalement de CO2 et on vient quelque part améliorer la qualité de l'air en ville. Donc, et puis surtout, on vient
Les villes intelligentes, c'est un concept de plus en plus en vogue. On utilise des technologies avancées pour améliorer la qualité de vie des habitants. Par exemple, les feux de signalisation peuvent maintenant s'adapter en temps réel au trafic pour éviter les embouteillages. Mais, malgré ces innovations, il y a des défis, comme la protection des données personnelles. Les citoyens doivent être informés sur comment leurs informations sont utilisées. On est consommateur de déchets, puisque pour amener de la fertilisation dans nos sols, on peut consommer des déchets urbains, par exemple du marc de café en provenance des brasseries parisiennes, par exemple des drèches de bière pour les brasseurs de bière, par exemple des chutes de champignons pour les producteurs de champignons. La serre, elle permet de dompter un petit peu les aléas climatiques. Donc quand il y a eu des périodes de gel, nous on n'en a pas souffert parce que c'est vrai que dans une serre, on s'est protégé de ce climat. Et on s'est protégé de ce climat en réemployant une source de chaleur urbaine qui est celle d'un data center qui se trouve au sous-sol du bâtiment. Tous ces serveurs informatiques émettent énormément de chaleur et cette chaleur est récupérée pour chauffer de l'eau qui est distribuée autour de moi dans la serre pour chauffer la serre. Et donc c'est vrai que c'est un autre intérêt qu'on voit nous dans l'association de serres en toiture dans des milieux urbains, c'est de venir réutiliser. Vous avez sûrement remarqué que de plus en plus d'entreprises proposent du travail flexible. Cela signifie que vous pouvez choisir vos horaires de travail ou même travailler à distance. Cela a des avantages évidents comme une meilleure conciliation entre vie professionnelle et personnelle, mais certains trouvent que cela peut rendre difficile la séparation entre le temps de travail et le temps libre. La tendance actuelle en matière de nutrition est de privilégier les aliments locaux et de saison. Cela aide non seulement à soutenir les producteurs locaux, mais aussi à réduire l'empreinte carbone liée au transport des aliments. De plus, les produits locaux ont souvent meilleur goût et conservent plus de nutriments. Les grandes surfaces commencent même à offrir des rayons entiers dédiés aux produits locaux. Avec l'essor des plateformes de streaming, la manière dont nous consommons la musique a beaucoup changé. Au lieu d'acheter des albums, on écoute des morceaux en streaming. Cela permet de découvrir facilement de nouveaux artistes, mais certains critiquent la rémunération insuffisante des artistes sur ces plateformes. Les revenus générés ne sont pas toujours équitables pour les créateurs.